Avant de commencer, j'aimerais vous faire part d'une bien grande nouvelle qu'on vient de me dire à l'oreillette. Monsieur Macron vient d'annoncer sa démission. Plusieurs d'entre vous y ont peut-être cru, mais cette annonce est une fake news. Nous vivons dans une époque qui nous écrase sous un flux d'informations continues. Inondant les médias, l'actualité est aujourd'hui accessible en un clic, en un scroll, en un like. Si les jeunes de 15 à 24 ans se connectent en moyenne 4 heures par jour, estiment-ils pour autant être des as de l'actualité? Parviennent-ils à se forger des opinions grâce à des arguments solides et fiables? Pour nous aider à comprendre les défis des médias contemporains, nous avons l'honneur de recevoir 3 invités de marque. Monsieur Huchon, vous êtes passé par le Centre de formation des journalistes où vous forgez vos armes. En 2017, vous réalisez votre premier documentaire « Comment Trump a manipulé l'Amérique », dans lequel vous revenez sur la manipulation de l'opinion publique. Depuis 2018, vous êtes chargé de conférences à Sciences Po Paris et à partir de mars 2021, vous co-animez l'émission hebdomadaire Anti-complot sur LCI. Démêlant le vrai du faux de l'info, vous tentez de comprendre les fake news et les théories complotistes qui prolifèrent sur la toile. Monsieur Massier, vous avez fait des études de droit et d'affaires publiques entre Nanterre, l'ENS et la Sorbonne. En 2015, vous créez la chaîne Acropolis sur Twitch, puis sur YouTube Direct, dans le but de vulgariser la politique française pour les jeunes. Puis, en partenariat avec la chaîne de télévision Public Sénat, vous mettez en place l'émission Questions aux sénateurs, dans le cadre de laquelle vous interviewez un sénateur français chaque semaine. Et en 2022, vous lancez Backseat, une autre émission politique destinée aux jeunes. Enfin, Monsieur Devecchio, qui nous rejoindra tout à l'heure, a fait des études d'histoire, puis un master en journalisme. Il a travaillé au Figaro, où il est en charge de Vox, qui est un espace de... Ah, le voilà. Bonjour Monsieur Devecchio, bienvenue. Voilà, Monsieur Devecchio qui travaille donc au journalisme et en charge de Vox, un espace de débat et d'opinion où la raison prime sur l'émotion. Vous animez également l'émission En toute vérité de Sud Radio, dans laquelle vous analysez l'actualité politique, économique et sociétale. Alors, à quelles adaptations doivent faire face les médias contemporains? Je vous laisse discuter de la question. Vous remercie encore d'être présents aujourd'hui et vous souhaite à tous un très bon débat. Alors, Monsieur Devecchio, Monsieur Massier, Monsieur Huchon, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette table ronde autour du journalisme. Alors, pour commencer, nous aimerions tout simplement parler de ce métier de journaliste, profession qui semble attirer les jeunes. On le voit par la multiplication des écoles de journalistes, 15 aujourd'hui, alors qu'il y en avait 8 il y a 30 ans. Cependant, ça reste une des professions qui embauche le moins. Alors, pour notre première question, tout simplement, nous aimerions savoir, qu'est-ce que être journaliste selon vous ? Les derniers arrivés sont les premiers. C'est ta punition pour être arrivé en retard. Exactement. C'est une vaste question. J'ai l'impression de repasser le concours d'école de journalisme. Je ne sais plus ce que j'avais répondu d'ailleurs à l'époque. Sans doute quelque chose de très bien et de ce que je pensais conforme à ce qu'il fallait répondre. Qu'est-ce que c'est être un journaliste? Moi, j'ai tendance à penser que c'est une sorte de passeur passionné, quelqu'un qui aime l'information, qui est curieux, qui aime écrire. Dans mon cas, je fais du journalisme d'opinion, ce qui est une forme de journalisme encore particulier. Et donc, c'est aussi participer au débat public, à la controverse publique. Je pense que c'est aussi comme ça que jaillit une forme de vérité, qu'il y a une forme de pluralisme qui s'installe dans le débat public. Donc c'est ma réponse, c'est une vaste question, mais voilà ce que je peux vous dire en quelques mots. Je laisse la parole maintenant. Le journaliste, c'est à la fois un métier et c'est à la fois un état d'esprit. C'est effectivement une forme de curiosité, une forme d'implication dans la vie qu'il y a autour de nous. Et après,
quand on fait le métier de journaliste, on peut le faire de manière très différente. Il y a plein de spécificités techniques, et d'autant plus que les médias se professionnalisent. Maintenant, il y a de la vidéo, il y a du son, il y a de la photo. On est tous un petit peu obligés de maîtriser un peu ces techniques. Moi, je viens plutôt de la presse écrite aussi, comme Alexandre. Mais effectivement, je suis devenu réalisateur de documentaires aujourd'hui. Et donc, je fais aussi de la vidéo. Mais effectivement, je dirais qu'il y a, en gros, il y a des journalistes qui traitent l'actualité et d'autres qui la fabriquent un peu plus en faisant de l'enquête. Moi, je me situe plutôt dans cette deuxième catégorie, d'enquêter pendant très longtemps sur des choses un petit peu dans l'ombre et de trouver quelque chose qui va, à ce moment-là, faire l'actualité. Mais en tout cas, c'est un métier, vous disiez que c'est un métier qui attire les jeunes, c'est aussi le métier le plus détesté de France. Hein, non, mais il faut le dire quand même, il y a plus de 80% des Français qui ne font plus confiance aux journalistes. On est l'institution média et l'institution la plus décrédibilisée dans notre pays. Et en même temps, le métier de journaliste reste dans le top 5 des métiers que veulent faire les jeunes aujourd'hui. Probablement parce qu'ils s'imaginent non pas comme toi ni comme moi, mais comme Jean, et justement de développer de nouvelles formes de journalisme qui ne se passent pas dans la télévision. À la télévision, peut-être vous voyez chez vos parents, il y a un meuble souvent noir dans le salon qui prend la poussière, vous ne savez pas à quoi il sert. Tous les meubles sont tournés vers ce truc noir, ça s'appelle une télévision. À une époque, on regardait beaucoup ce truc-là, mais maintenant, effectivement, il y a un nouvel appel d'air pour créer de l'information sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Twitch. Et effectivement, toi, tu l'incarnes et tu as été un précurseur et tu es désormais un peu une figure visible de ce nouveau journalisme qui se passe aussi sur Internet. Bah, si tu veux, oui. Moi, j'ai absolument jamais su si j'étais journaliste ou si je l'étais pas. Et c'est pas une question qui m'empêche de dormir parce que je m'en fous. En fait, j'ai le droit de pas avoir de réponse à cette question. J'autorise les gens à me considérer s'ils le souhaitent comme un journaliste. Je le prends pas mal, je le prends même plutôt bien parce que je trouve qu'il y a pas mal de noblesse à faire ce métier. Mais moi, je me définis par mon objet, c'est-à-dire je fais des streams sur Internet. Alors vous pouvez mettre le mot youtubeur, influenceur, streamer. Tout me va, ça me convient. Quand j'ai commencé mes activités au lycée, quand j'étais militant dans l'associatif, j'étais militant de la liberté de la presse et je faisais des formations à des lycéens sur le droit et la déontologie de la presse. Et je leur rappelais toujours quelque chose de très important, c'est que le droit de la presse n'est pas un droit spécifique de la presse. Ce n'est pas un droit des journalistes. C'est un droit de tout le monde. Et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. C'est parce que justement, être journaliste ne se résume pas au fait d'avoir la carte de journaliste ou au fait d'appartenir, d'avoir une fiche de paye où il y a écrit le mot journaliste dessus. Être journaliste, toi tu disais c'est une culture, moi je dirais même c'est une place dans la société que l'on se donne, qu'on a parfaitement le droit de se donner, n'importe qui peut se le donner cette place, et c'est la place de la médiation. C'est pour ça qu'on appelle ça un média, entre l'actualité, les faits, et le public. Et le journaliste, c'est celui qui va, par son prisme et par son travail, faire un travail d'analyse et de retranscription de ces faits pour en informer le grand public. Et il y a effectivement plein de manières de le faire. Il y a des journalistes documentaristes qui font du documentaire, c'est un métier. Il y a des journalistes sportifs qui font du commentaire sportif. Il y a des journalistes d'opinion, ça existe. Il y a des éditorialistes, c'est une forme de journalisme. Donner son opinion est une forme de journalisme qui appartient à un cadre particulier. Donc le journalisme s'exprime par un nombre incalculable de manières de le faire, et en plus de ça, dans un nombre incalculable de médiums, on va retrouver de la presse écrite, de la presse web, de l'audiovisuel, la radio, la télévision, et puis de plus en plus aussi Internet, avec ses différentes plateformes. Donc en fait, le journalisme, c'est beaucoup de choses. D'accord, merci beaucoup. Donc, je pense qu'on a beaucoup d'aspirants journalistes ou streamers dans la salle aujourd'hui qui aimeraient peut-être savoir plus concrètement en quoi consiste cette activité. Donc, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu votre semaine Faites surtout pas cette connerie, il ne faut surtout pas devenir journaliste. Non, mais c'est, comment dire, je pense que, encore une fois, le rythme de la production modifie beaucoup le travail en lui-même. Quand on est journaliste à BFM TV et qu'on doit aller sur le terrain des manifestations, on a 2 heures dans la manif et 1 heure pour faire un montage, et à la fin, ça fait 3 minutes à l'antenne.
Donc il y a une espèce de pression immédiate de vivre les choses et tout. Moi qui fais des enquêtes, je peux passer 1 an sans rien publier. Hein, donc le rythme de travail, il correspond avant tout à ce que vous allez publier à la fin. Après, il y a une forme de veille permanente. Je pense qu'on est tous un peu pareil. C'est-à-dire que même en vacances, même en week-end, on continue à suivre un peu les sujets qui nous intéressent. Ce qui est drôle, c'est que, alors vous ne pouvez pas avoir connu ça, mais je ne sais pas quel âge tu as, Alex, mais peut-être tu as connu le fil AFP dans les rédacs au début. En fait, j'ai jamais connu dans les rédacs. J'ai connu Ouais. à l'école, mais en fait, dans les rédacs, non, je m'en suis jamais servi en réalité. Nous, on avait effectivement le fil AFP, c'était un ordinateur sur lequel tu recevais les dépêches AFP. C'était avant Twitter. C'était avant Twitter, ça coûtait très très cher. Et tu recevais, mais pour le coup, pas des fausses infos, c'était que des trucs de l'AFP hyper bien et tout. Quoique, Voilà. non, Hein non, je plaisante. Je Bah, disais quoi que. Par la mort de Martin Bouygues, mais bon, on passera là-dessus. Et du coup, notre rapport à l'information, il était aussi lié aux outils dont on disposait pour s'informer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on travaille dans un journal, vous sortez à 18-19 heures le soir, vous avez encore votre téléphone sur lequel viennent s'accumuler toutes ces informations. Donc vous pouvez continuer. Et donc le rythme qu'on avait, parce c'est un métier de passion, donc c'est un métier qu'on fait parce qu'on aime ça. Et donc cette passion, elle devient une forme d'addiction aussi à l'information, hein, quelque part. Et donc il y a ces deux choses-là qui jouent, à mon avis, beaucoup. C'est qu'il y a le rythme de la production qui va faire comment se passe cette semaine type que vous imaginiez là. Et puis il y a notre rapport nous-mêmes à ce métier qui fait que c'est plus ou moins facile de lâcher le téléphone quand on sort du boulot pour continuer à suivre ce que X ou Y a dit sur Twitter, quelle vidéo sur YouTube, machin et tout. Voilà. Ça s'arrête jamais. En réalité, ça ne s'arrête pas. Ouais. Oui, moi c'est un peu pareil. Je pense que d'ailleurs je suis peut-être le plus frénétique des trois dans l'histoire en tant que journaliste d'opinion. Concrètement, moi ma journée, il se trouve que je travaille au Figaro, qui est quand même le cœur de mon métier, la presse écrite, avec la responsabilité des pages débat opinion. On a 2 pages à faire dans chaque journal, mais aussi il se trouve que j'ai la responsabilité de l'espace numérique du Figaro Vox, et là c'est encore un autre rythme, encore plus frénétique, le temps de l'immédiateté, et je fais aussi de l'opinion sur le Figaro Magazine. Donc la difficulté est de gérer, si vous voulez, les 3 temps en même temps, et c'est un exercice intellectuel intéressant, puisque on ne produit pas de l'info de la même manière pour le web, pour un temps de la polémique rapide et immédiate de la journée, pour un article dans le papier qui est déjà un peu plus institutionnel et dans un temps moins immédiat, et pour un hebdomadaire où c'est encore le temps du magazine, une lecture du week-end. Et donc c'est jongler en fait avec ces 3 temps-là en permanence. Ensuite, je fais un peu de télé, donc je suis sur CNews le soir de 22h à minuit. Donc je suis tout le temps immergé dans l'actu, et effectivement le fait d'animer le débat en presse écrite me nourrit pour les autres médias, et ensuite ça continue effectivement le week-end avec une autre émission sur CNews et avec mon émission sur Sud Radio. Mais c'est une vraie question aussi de ne pas se laisser absorber par cette frénésie. Il faut aussi prendre le temps de s'extraire, de penser l'actualité, particulièrement quand on prétend donner une opinion. Il faut quand même avoir une analyse, une lecture des choses, et c'est pas toujours facile quand on a la tête en permanence dans le guidon. Ce qui a été dit sur la technique du journalisme, et je crois aussi très intéressant sur pas tant la technique, mais sur le fait que le journalisme nécessite aujourd'hui de maîtriser de plus en plus d'outils techniques. Je pense qu'il ne faut pas se laisser absorber non plus par ça. Justement, les écoles sont très bonnes pour vous donner une maîtrise des outils techniques, des bancs de montage, de savoir faire une vidéo avec un iPhone, de savoir bâtonner, comme on dit dans le jargon, une dépêche très très vite. Et c'est un peu peut-être la difficulté de notre génération, et le fait que le métier
est peut-être moins sexy qu'il était par le passé, et que du coup d'autres passent par d'autres billets pour le faire de manière plus libre, ou je dirais en amateur sans que ce soit péjoratif, parce que moi non plus je ne suis pas accroché au mot de journaliste, et puis il peut y avoir des journalistes qui font mal leur métier avec une carte de presse et d'autres très bien sans carte de presse, ça, on est d'accord là-dessus. Mais effectivement, pour ce qui est des grands médias, les gens de ma génération, et moi j'ai eu la chance d'avoir peut-être un parcours un peu différent, ont été beaucoup absorbés par cette technique. Le web, faire de la presse écrite sur le web, ça a beaucoup consisté pendant des années à effectivement bâtonner des dépêches. On parlait tout à l'heure de l'AFP, moi je m'en suis pas beaucoup servi, mais c'est vrai parce que j'ai fait très tôt, bizarrement, du journalisme d'opinion, de débat, mais le travail consistait beaucoup dans le web, il y a quelques années, ça évolue un peu aujourd'hui, à effectivement récupérer les dépêches AFP, les remettre en forme, et certains journalistes pouvaient faire ça jusqu'à 5 ou 6 fois par jour. Alors dans un contexte économique extrêmement compliqué, voilà, certains étaient obligés de le faire, mais je crois que c'était une évolution du métier pas très saine, parce que bien que j'ai du respect pour mes confrères de l'AFP, je pense que le métier de journaliste, c'est aussi d'aller voir sur le terrain, de se faire son opinion par soi-même, d'avoir une lecture des choses, et le copier-coller n'était pas quelque chose de très stimulant, et qui en plus finissait peut-être par se voir, si vous preniez des journaux à la couleur politique très différente, finalement le contenu était à peu près le même sur le web, parce qu'on avait beaucoup de recopiage. Donc l'un des défis, c'est de s'extraire de tout ça. Je crois qu'on va parler de l'intelligence artificielle tout à l'heure. C'est à la fois inquiétant, et à la fois en même temps on peut se dire que peut-être que cette intelligence artificielle va faire des tâches un peu répétitives, et que ça laissera des marges de manœuvre pour faire des choses plus intéressantes dans les rédactions. Et je partage ce qui a été dit. Je pense qu'il y a deux types de journalisme qui vont émerger. Ils sont déjà en train d'émerger, mais qui vont être importants dans le futur. C'est effectivement le journalisme d'enquête, donner des faits dans un monde où il y a une information pléthorique, en fait, où vous avez des notifications sur vos portables sans arrêt. Être un bon journaliste, c'est aussi faire la différence et apporter une information qu'il n'y a pas ailleurs. Donc je trouve que l'enquête reste particulièrement importante. Hélas, il y a de moins en moins d'argent dans les rédactions pour faire de l'enquête. C'est aussi quelque chose en France qui culturellement est moins fort, je crois, que dans d'autres pays, mais je crois que c'est quand même l'avenir, vu les mutations du métier. Et ensuite, moi, j'ai fait du journalisme d'opinion. Certains ont un regard critique là-dessus. Aujourd'hui, il y a peut-être trop d'opinions, mais je crois que c'est une bonne chose aussi, que dans le débat public, c'est bien qu'il y ait des opinions différentes, qu'il y ait une forme de pluralisme, et ça permet aussi de se distinguer justement dans la masse d'informations que l'on a. Voilà ce que je pouvais dire. Enfin, j'étais un peu plus loin que sur ma propre journée, mais voilà, c'était peut-être plus intéressant. Là, c'est ça dans le jargon qu'on appelle un tunnel. Voilà. Ça, tu sais ce que c'est. Mais non, mais alors, écoute-moi, ma journée, ça va être la plus bizarre, parce que la différence de vous deux travaillez en équipe, vous travaillez en rédac. Ou non, peut-être pas toujours. Ouais, moi, je suis journaliste aussi, pas mal tout seul, donc je suis un peu entre les deux, moi. Moi, en ce qui me concerne, c'est une grande différence effectivement avec beaucoup de journalistes, c'est que je travaille totalement tout seul dans tous les aspects du métier. On va mettre Backseat de côté. Backseat, c'est une émission par semaine où là, j'ai une rédac avec des journalistes, etc. Mais c'est la seule dans laquelle je travaille en équipe. Le reste du temps, je travaille tout seul. Je fais une émission par jour. Et effectivement, comme Thomas et comme Alexandre, il y a une partie de mon métier que je fais mécaniquement, et quand même je ne ferai pas ce métier, je le ferai quand même, c'est consulter l'actualité. Moi aussi, je suis drogué à l'actualité politique, et ça commence dès le matin à 14h, à lire des papiers sur ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, etc. Avec un vrai travail, et je suis d'accord avec Alexandre, de tri dans l'information, parce que moi, je suis journaliste, enfin, oh là, ça y est, tu vois, je traite d'actualité politique, mais l'actualité politique, c'est très, très grand. Et donc, je fais des tris, je n'accorde pas beaucoup d'importance aux tweets et à la réaction au tweet et à l'article qui a généré la réaction au tweet. Ça, c'est du bruit médiatique qui m'intéresse assez peu, même si ça fait partie de l'actualité politique, malheureusement. Je m'intéresse aussi assez peu, c'est vrai, au débat philosophique et de très très haute tenue sur la politique, son avenir, la révolution, tout ça.
c'est très sympa, mais c'est pas mon truc. Il y a d'autres journalistes qui le font bien mieux que moi. Moi, j'ai un vrai aspect politique institutionnel, donc je m'intéresse à l'activité gouvernementale, du pouvoir exécutif, à ce qui se passe dans les oppositions et à ce qui se passe dans les partis politiques, en tout cas les principaux qui essayent de prendre le pouvoir par les urnes. Donc, une fois que j'ai dit ça, je vais toute la journée en fait lire les journaux sur Internet, m'informer considérablement. Et après, il faut bien comprendre que, et c'est en ça que je suis très seul, c'est que moi, en tant que streamer sur Twitch, je suis à la fois le rédac-chef, le présentateur, le producteur, le technicien, le réalisateur de l'émission. Et donc, ma journée va être extrêmement remplie de beaucoup de tâches qui sont celles du chef d'entreprise pour trouver de l'argent et signer des contrats, etc., qui vont être de la mise à jour technique de mon matériel pour que ça fonctionne bien et que mes émissions se passent bien. Et finalement, dans ma journée, je vais faire une émission sur Twitch en général 2h30, 3h, mais qui ne va pas représenter presque le moment le plus cool de la journée, parce que c'est un truc très conversationnel où je me sens bien, je suis à la maison, c'est sympa, mais c'est plutôt le reste du temps et c'est ce qu'on ne voit pas à la caméra qui fait tout le sel du métier. Et en général, moi aussi, et ça fait partie de mon métier, je vais le soir boire un verre avec un député ou un ministre. Ça fait partie du job. Aller à la source de l'information, comme tu le disais, quand tu fais de l'information politique, je considère que c'est extrêmement important de parler aux gens qui la font, la politique. Et ça, j'ai un point de désaccord d'ailleurs avec certains de mes confrères et de mes consoeurs qui tiennent une distance, selon eux, nécessaire, de cordon sanitaire entre leur monde et le nôtre et tout. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux. Moi, je passe au contraire beaucoup de temps à leur demander comment tu vois les choses, raconte-moi comment ça se passe en interne. J'en ai besoin pour faire de bonnes analyses politiques. Et donc voilà, et donc mes journées, il n'y en a pas une qui se ressemble parce que je fais un nombre de tâches incalculable. Et finalement, ce que je produis, c'est essentiellement du commentaire, de l'analyse. Et encore une fois, mon job à moi, c'est de faire de la pédagogie. Donc je fais moins d'opinion qu'Alexandre, je fais plus de comment ça marche, ça fonctionne comment, le 49.3, la procédure, on en est où, pourquoi, comment, pourquoi les acteurs se comportent comme ils se comportent. Je vais essayer de vous expliquer et tout, c'est ça mon job. Ok, merci. Très rapidement, on aimerait aborder un peu la question qui fâche, alors, à savoir les conditions de travail d'un journaliste. Alors, selon une étude de l'étudiant en 2022, parmi les jeunes diplômés d'une école de journalisme, 35% sont en CDD, 28% en pige et seulement un quart se retrouve en CDI à la sortie. Alors, selon vous, est-il plus facile ou plus difficile de devenir journaliste maintenant qu'il y a 10-20 ans quand vous êtes rentré dans le métier ? C'est d'autant plus difficile qu'Alexandre fait tous les métiers et que lui-même, il prend le boulot de 4 bonhommes, quoi. Donc c'est quand même un truc, le chômage, voilà, vous avez l'explication en direct. Je crois que ça a toujours été un métier très précaire. Et ce qui a changé, c'est probablement notre perception du métier. C'est-à-dire que désormais, quand vous demandez à n'importe qui, qu'est-ce que c'est un journaliste, grosso modo, on voit un présentateur de BFM TV. Il représente 0,01% des journalistes en général. Ils sont en CDI et ils gagnent bien leur vie. Et voilà, l'immense majorité des confrères sont dans des situations souvent très précaires, à la fois sur c'est les statistiques du syndicat du journalisme, il n'y a pas vraiment de grosses surprises. Et ce que vous avez rappelé aussi sur le format des contrats et tout, moi, j'ai jamais eu de CDI de journaliste. Hein. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. Voilà, mais encore une fois, il y a des parcours très différents. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un métier qui est très difficile. C'est un métier qui est difficile parce qu'il demande beaucoup d'énergie, qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent, qu'il est précaire et qu'il y a quelque chose de plus qui a changé sur les 10-15 dernières années, c'est la manière dont on est perçu par le public. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi quand j'ai commencé ce métier, c'était cool d'être journaliste. C'était bien vu. On était ceux qui défendent le peuple, les plus faibles, qui défendent la vérité, qui dénoncent les malversations et tout. Et en réalité, avec l'avènement des fake news, des théories du complot et tout, quelque part, les journalistes sont devenus des espèces de supplétifs du pouvoir. Les complices d'une espèce de manipulation secrète. Ça vient du fait dans la tête des gens. Hein ? Dans la tête des gens. Dans la tête des gens, ouais. D'accord. Et en tout cas, pour tout un tas de nos compatriotes, selon les études d'opinion, entre 20 et 30% de nos compatriotes qui croient aux théories du complot. Le problème, quand on croit à une théorie du complot, c'est pas qu'on croit fondamentalement à cette théorie du complot, c'est que si vous pensez, par exemple, que la Terre est plate ou qu'on n'a pas marché sur la Lune, systématiquement, vous croyez à une deuxième théorie sous-jacente
qui est que des journalistes vous manipulent et vous mentent sur ce sujet. Et donc, cette pénétration dans notre univers collectif de la croyance complotiste, elle amène toute une partie de nos compatriotes à penser que les journalistes sont systématiquement ceux qui nous mentent, nous manipulent, et donc qu'ils font partie de cette espèce de conspiration secrète. Voilà, mais la journée type, hein, à 9h, on a un petit briefing avec les Illuminati. À 10h, on a la CIA. À 11h, George Soros débarque et nous file du cash. Vers 13-14h, on parle un peu avec les reptiliens, hein, pour pouvoir vraiment finir le truc. Et puis voilà, hein, comme ça, on a fait la journée. Non, mais plus sérieusement, le vrai problème des journalistes d'aujourd'hui, c'est ce qui nous est renvoyé par le public. Les gens qui vous aiment, vous le diront jamais, ou si vous le dites, ils vous le diront pas trop fort. Les gens qui vous aiment pas, vous le diront très fort, et ils trouvent aujourd'hui des moyens de vous le dire qui démultiplient la puissance des messages. Et donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, quand on commence ce métier, que c'est dur, qu'on ne trouve pas de boulot et tout, et qu'on doit forcément s'affronter à un certain nombre de pouvoirs en interne, en externe et tout, si en plus vous faites déchirer toute la journée sur Internet, il y a un moment, ça devient très, très, très difficile de faire ça. Et donc, je crois que c'est aussi quelque chose qui a fondamentalement changé dans ce métier. Sur les conditions de travail, il y a un truc qu'il faut, à mon avis, bien comprendre et qui est important, c'est le principe du modèle économique. Il faut bien comprendre qu'on n'a jamais vraiment réussi à trouver le modèle économique qui permet de faire de l'information généraliste. Les modèles économiques qui marchent le mieux dans les médias sont souvent les médias spécialisés. Par exemple, la presse spécialisée sur le sport, sur l'automobile. Les passionnés vont acheter les journaux, etc. Le cheval, c'est un très bon exemple. Non, mais voilà, c'est pratiqué par très peu de Français, mais les médias équestres, ça marche bien parce qu'il y a son public et tout. Dès lors qu'on fait des médias généralistes, on a toujours eu ce problème, et c'est vrai, il y a un problème de modèle économique. Soit à l'État qui prend en charge, et ce sont donc des médias de service public, soit tu as des grandes fortunes qui vont permettre d'assurer économiquement la survie d'un titre. Et encore une fois, c'est pas à panier percé non plus, hein, parce que les grandes fortunes, elles veulent pas perdre du pognon, c'est pas un plaisir pour elles, donc il y a aussi une pression économique. Et cette pression, elle existe aussi sur Internet. C'est que, je vous spoil tout de suite, il n'existe pas de modèle économique viable pour faire de l'information politique sur Internet. Personne n'a encore réussi à le trouver. Il y a Mediapart qui a réussi, mais tu vois, Mediapart, moi je le mettrais dans la presse spécialisée. C'est une presse d'investigation, c'est spécifique, c'est particulier, ça coûte horriblement cher à faire l'investigation, c'est des semaines de travail pour un article ou un livre, voilà, et ils ne traitent pas toute l'actu parce qu'ils ne le peuvent pas, et au demeurant, ils ne le souhaitent pas. Donc, il n'y a pas de modèle économique, et donc la précarité, moi je la ressens aussi parce que je dépends du modèle qui est celui de l'influence. J'ai besoin de séduire un public. Le modèle économique d'un streamer, c'est celui, vous savez, d'un artiste de rue avec un chapeau. S'il vous plaît, mettez une pièce parce que c'est gratos pour tout le monde, mais si personne ne met de pièce dans le chapeau, je ne vais pas pouvoir continuer. Mais voilà, tu vois, c'est ça le modèle économique. Donc je suis aussi dépendant d'un pouvoir qui est celui de l'audience, de la communauté, comme on dit, qui fait une pression. D'ailleurs, l'autre jour, je me suis un peu moqué d'eux en disant, vous savez, vous êtes pire que Bolloré. Hein. Dans le genre casse-couille, comme patron, vous n'êtes pas facile. Hein. C'est tout ce que je fais, c'est toujours de travers, j'en fais jamais assez pour vous et tout. Bon. Et l'autre modèle économique que tu as sur Internet, c'est les partenariats. Les partenariats, il faut les trouver, il faut les démarcher, il faut se poser la question de l'éthique, de à quel moment est-ce que j'accepte de faire une encorche voilà, dans ma déontologie. Donc voilà, et puis par ailleurs, je rappelle quand même que sur les plateformes, moi je dépends totalement d'une plateforme qui s'appelle Twitch, qui est la propriété d'Amazon, et dont l'avenir est décidé dans des réunions à San Francisco par des gens que je ne connais pas. Ça peut s'arrêter demain matin. Mon modèle peut s'effondrer demain matin pour des raisons. Alors j'y suis totalement étranger. Et c'est déjà arrivé que des plateformes se pètent la gueule, que des gens perdent tout du jour au lendemain. Et ça, il faut en avoir conscience aussi. Donc je suis dépendant d'un système comme ça. Ma précarité, j'essaye de lutter contre avec mon mode de travail, mais voilà. Mais justement, vous avez déjà été chroniqueur pour France Info et France Inter. Mais pourquoi ne pas rester sous la couverture d'un média plus traditionnel Parce que ça m'emmerde. En fait, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Non, mais je suis désolé, je m'entends très très bien avec les médias audiovisuels. Ils ont la grande gentillesse de m'inviter, de me proposer. Là récemment, j'étais chroniqueur sur C'est à vous, j'ai une chronique sur France Inter, j'étais sur LCI avant, et à chaque fois, c'est moi qui ai demandé à arrêter en disant, en fait, je perds mon temps, je suis très content d'être là, mais en fait, il faut que vous compreniez que moi, j'ai besoin de bosser à côté et que mon boulot, c'est de parler à des jeunes. Et le public de la télévision n'est pas un public que je cherche à toucher, que faire 3 minutes de chronique à la télé, c'est pas du tout un avenir pour moi, c'est pas ce que je veux faire, quand bien même on me le propose souvent, c'est pas ce que j'ai envie de faire.
Donc c'est terrible, hein, mais je choisis ma petite précarité de créateur sur Internet parce que c'est ce qui a du sens pour moi. C'est un luxe immense que j'ai. Hein. Mais du coup, il y a du boulot. Si lui, il ne prend pas le boulot, allez-y. Oui, Vous pouvez le prendre. Attention, Alexandre va le prendre sinon. Hein. Voilà, ce qu'ils essaient de vous dire, c'est que si vous recherchez à être riche ou tout simplement la stabilité de l'emploi, changez d'option en réalité. Effectivement, c'est un métier qui est précaire quand on commence. Aujourd'hui, j'ai 3 métiers en même temps et je pique le boulot des autres, mais j'ai commencé en étant pigiste moi aussi, et c'est vrai que c'est pas facile. Et d'ailleurs, ça pose même une question pour l'information. Souvent, les étudiants en école de journalisme viennent plutôt de milieux aisés, sont plutôt parisiens, parce que les écoles sont payantes, il faut faire un crédit, et ça se transforme parfois par une information uniforme ou dont la sociologie est assez stéréotypée. Donc c'est vrai que c'est un vrai problème, le problème économique. Dans ce métier-là, mais je pense qu'il ne faut pas se décourager. Quand on fait les choses avec passion, on finit par trouver une voie et une forme de stabilité. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'il faut aussi essayer de se détourner de ce qui est la masse de l'information. Aujourd'hui, travailler dans une rédac, avoir une tâche un peu mécanique, c'est tout à fait respectable, mais je pense que ce n'est pas forcément justement l'avenir du métier, d'autant plus, j'évoquais tout à l'heure l'intelligence artificielle, mais même avant cela, ce qui va être recherché, c'est la plus-value que vous allez pouvoir apporter. Donc il faut essayer de trouver une voie, je dirais, particulière, sans oublier que ça reste un métier et qu'il ne s'agit pas de faire, je dirais, une performance non plus, où il faut quand même avoir un minimum de déontologie. Il s'agit de transmettre de l'information, même si chacun a sa lecture de l'information. Il faut pas l'oublier, mais je crois que, oui, si je devais conseiller quelqu'un qui se lance dans le métier maintenant, ce serait qu'est-ce que tu peux apporter de plus. Qu'est-ce que tu peux apporter de plus à une rédaction, parce que les rédactions ont déjà beaucoup de journalistes installés, et qu'en réalité, il faut souvent soit renouveler le format, soit apporter une plus-value en termes d'enquête, soit imaginer des choses. Ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est un métier qui est en plein bouleversement. Je pense qu'on ne fait plus du tout du journalisme comme on le faisait avant. D'abord, il y avait beaucoup moins de médias aujourd'hui, entre les chaînes d'infos, les médias sur Internet, les pure players. C'est un métier qui s'est totalement renouvelé. C'est un champ d'expérimentation. Et je crois qu'en réalité, il va rester peut-être deux types de médias. Des grands médias mainstream, des grands quotidiens, hein, je pense au Monde et au Figaro, dont le métier est un peu en train de changer parce que le quotidien marche de moins en moins bien. Moi, je viens de la presse écrite, je suis très attaché au papier, mais il faut bien dire que le Figaro ou le Monde ne gagnent pas leur vie avec la vente du papier. Le modèle économique général est compliqué, mais pour ce qui est du papier seulement, c'est encore plus compliqué. Donc, ils sont dans une stratégie de diversification. Au Figaro, on a notre propre chaîne TNT depuis peu, mais on fait aussi des conférences, on a un site internet très puissant, on fait des médias finalement en région maintenant, donc on essaie de se diversifier. Et je pense que les deux grands quotidiens, Le Monde et Le Figaro, vont devenir des plateformes d'information généralistes et plus simplement des quotidiens des journaux. Et à côté, ce qui va être très difficile, ça va être pour les hebdomadaires, les grands quotidiens étant eux-mêmes des hebdomadaires faisant du magazine, etc. Et par contre, on va avoir un champ d'expérimentation avec des nouveaux médias, des journalistes qui vont être leur propre marque, et je dis ça sans être péjoratif, qui vont apporter un contenu particulier et qui vont être suivis par un certain type de public. Il va y avoir effectivement de plus en plus de médias de niche,
ce qu'on appelle des médias de niche avec des sujets spécialisés. Donc c'est quelque chose auquel il faut penser, je pense, quand on se lance dans le métier, mais ça va être aussi intéressant et peut-être plus conforme à ce qu'est la société. Tout à l'heure, ce qui a été dit sur le fait qu'on se fait insulter, etc., c'est sans doute vrai, mais je pense que ça vient aussi peut-être d'un journaliste qui était trop uniforme, notamment dans les années 90, 2000, avec des grands titres qui pensaient tous la même chose, qui disaient tous la même chose. Moi, je me souviens de la première fois où j'ai voté, c'était pendant le référendum de 2005 sur la Constitution européenne. Pour le coup, 90% des éditorialistes de la presse étaient pour le oui, c'est le non qui l'a emporté. Donc il y avait sans doute un décalage aussi entre l'opinion publique et l'opinion journalistique qui a créé un fossé. Et ensuite, l'apparition du web a été une sorte aussi avec beaucoup de choses bien. Moi, je suis un grand utilisateur et je m'en sers aussi dans mon métier, mais c'était aussi un immense café du commerce à ciel ouvert dans le sens, et c'est pas péjoratif, où autrefois finalement on n'était pas insulté parce qu'on n'avait pas les gens qui pouvaient nous lancer des tomates immédiatement. Ouais, avec le web, il y a une forme de verdict immédiat avec ce qui peut avoir d'excessif, mais je crois que c'est pas non plus inintéressant que les simples citoyens puissent finalement produire eux-mêmes leur information, donner de l'opinion et interagir avec les journalistes. Si je peux compléter ce que tu as dit très intéressant, essayer de réfléchir à ce que vous pouvez apporter, qu'une rédaction n'a pas déjà. C'est effectivement, je pense, une bonne réflexion à avoir quand vous êtes étudiant en journalisme et que vous voulez vous lancer. Si je peux me permettre de vous donner un conseil, parce que je sens qu'il y a une demande dans les rédacs pour ça, essayez d'être bon dans l'analyse de phénomènes récents, contemporains, jeunes, que les grands médias ont du mal à analyser. Le jeu vidéo, l'influence, les fake news. Voilà, il y a des trucs que les médias aimeraient bien avoir des bons papiers qui analysent le succès du dernier Zelda, mais qui l'analysent mieux que simplement un billet de passionné de Zelda qui va dire que c'est un super jeu. Voilà, essayez d'être bon, et si vous savez apporter ça à une rédac, ça peut les intéresser, y compris en politique ou dans d'autres domaines. Dans votre domaine, en tout cas, essayez d'apporter un truc. C'est une bonne idée. L'autre truc que vous pouvez apporter à une rédac, et en ce moment ils sont assez demandeurs, c'est si vous êtes bon sur les nouveaux formats, si vous savez bien faire des stories, des TikTok, etc. En ce moment, ils recherchent ça. Et vous le savez, il n'y a pas d'école de TikTok. Donc faites des TikTok. Faites-en, apprenez à le faire sur TikTok, galérez, échouez, le son va être dégueulasse au début, c'est normal, on a tous commencé comme ça, mais si au bout d'un an, un peu de pratique, vous arrivez à une rédac en leur montrant, regardez, j'ai créé ce petit compte, bon, ça vaut ce que ça vaut, bah ça, un rédac chef, il peut acheter. Donc voilà, pensez à ça. Merci beaucoup. Le gouvernement chinois remercie Jean Massier pour ce message. Chiant. Donc maintenant qu'on a défini le métier de journaliste, on va parler de son évolution. Donc, contrairement aux idées reçues, les jeunes s'intéressent à l'actualité. Selon une étude du ministère de la Culture, 93% des 15-34 ans déclarent avoir de la curiosité pour l'information, mais les réseaux sociaux demeurent leur première source d'information. Monsieur Huchon, est-ce que c'est problématique selon vous ? Le fait que les jeunes s'intéressent au monde qui les entoure n'est absolument pas un problème. Le problème, c'est plutôt que les réseaux sociaux donnent une vision du monde qui est biaisée. Déjà, elles donnent une vision du monde qui est morcelée. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on voit une version du monde un petit peu différente de celle de nos voisins. Et si ce n'est pas fondamentalement un problème, ça a tendance à limiter ce qu'on partage avec les autres. Et ce qu'on partage avec les autres, c'est aussi ce qui nous permet de faire société ensemble. Donc il y a un moment où se crée une forme de risque, où on vit chacun dans une forme de couloir qui correspond à nos opinions un petit peu, mais qui a été augmenté par les algorithmes, et qui fait qu'on a de plus en plus de mal à discuter avec les gens. L'idée que finalement on serait d'accord ou pas d'accord avec quelqu'un, elle disparaît petit à petit, et on est j'aime ou j'aime pas. On n'est plus du tout dans un rapport comme il y a 20 ans, je suis d'accord avec toi, je ne suis pas d'accord avec toi. Si je suis d'accord ou pas d'accord avec toi, déjà je sais de quoi tu parles. Et c'est une réflexion par rapport à ce que tu as dit. J'aime, j'aime pas, on est beaucoup plus dans l'émotion et on n'est plus du tout dans le même rapport à l'autre. Et d'ailleurs, quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne va pas discuter avec, on ne va pas débattre. Donc ça crée les conditions d'une société dans lesquelles il devient de plus en plus difficile de
de discuter ensemble. Et ça, c'est propre aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas là pour vous donner la meilleure information possible. Ils sont là pour gagner de l'argent. Ce sont des entreprises privées et finalement, c'est très normal. Leur seul objectif, c'est de capter votre attention, de faire en sorte que vous restiez connecté le plus longtemps possible sur la plateforme. TikTok, Facebook, Instagram, toutes ont à peu près la même logique. Et on l'a dit tout à l'heure, pour capter votre attention, ils ont plutôt tendance à jouer sur vos émotions que sur vos réflexions. Et donc, ils vont vous enfermer dans une forme de couloir idéologique, ils vont vous faire monter en température sans que vous en rendiez compte. Et à un moment, ce qui marche le mieux, ce n'est pas les vérités ou les très grands traités scientifiques très compliqués, c'est les gamins de 14 ans qui disent qu'ils ont compris que la Terre était plate. Et donc, le vrai problème que nous posent les réseaux sociaux, c'est que ils diffusent une information sans avoir de responsabilité, ce qui est un immense problème. Hein. Il n'y a pas de liberté. Alors, il n'y a pas de liberté de blâmer sans éloge flatteur, pour citer la maxime du Figaro. Mais en tout cas, il n'y a pas de liberté d'expression sans responsabilité de celui qui parle. Et justement, pour contrer cet effet-là, comment développer un esprit critique quand on est jeune et qu'on consomme l'information ? Développer un esprit critique, c'est notre côté du problème. Le vrai problème, c'est qu'il faut rendre les plateformes responsables de ce qu'elles diffusent. En fait, on ne peut plus tolérer ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, où les plateformes sont considérées comme des tuyaux. Elles laisseraient passer ce qu'elles voudraient, elles n'auraient pas de responsabilité là-dessus. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette vision des choses. Facebook est un média, TikTok est un média, Instagram est un média, Twitter est un média. Ils doivent avoir les mêmes obligations que Le Figaro ou de très grands médias. C'est la nouvelle donne de l'information. C'est en train de changer d'ailleurs, ça. On verra ce qui se passe au niveau dans européen, les mois qui viennent. Il y a un certain nombre d'initiatives qui sont portées, mais en tout cas, on ne peut plus accepter ça. Il y a un cas qui n'a rien à voir avec l'information, mais qui montre bien cette problématique des réseaux sociaux, qui est le fait divers de cette jeune adolescente qui s'appelle Lindsay, qui s'est suicidée et dont on parle beaucoup cette semaine, parce que sa famille, c'est une jeune femme qui a été harcelée sur les réseaux sociaux, et sa famille porte plainte contre l'institution éducative qu'elle estime ne pas avoir protégé la jeune femme. Elle porte plainte contre les agresseurs, à proprement parler, mais la famille porte plainte contre Facebook. Pourquoi est-ce qu'il porte plainte contre Facebook ? Parce que Facebook n'a rien fait pour empêcher le harcèlement, n'a pas mis en place les systèmes de modération interne, de suppression d'un certain nombre de comptes. Et pire, il existe aujourd'hui sur Instagram un compte pour humilier cette gamine qui s'est suicidée, que les parents essayent de faire interdire et sur lequel Facebook ne fait rien. Donc on est quand même à un niveau là de perturbation dans la société, démocratique pour ce que vous disiez, dans la vie plus basique de tous les jours, dans lesquels on aura beau développer notre esprit critique, on aura beau produire la meilleure information possible, si elle est diffusée sur des critères opaques sur lesquels nous n'avons aucune vision et aucune forme de contrôle, on ne pourra pas s'en sortir. En réalité, le problème, c'est Facebook, comme on dirait frigidaire à la place de réfrigérateur. Le problème, ce sont les réseaux sociaux. Il faut qu'ils soient régulés, qu'ils obéissent aux lois de notre beau pays. Et tant qu'ils ne le feront pas, on ne pourra pas s'en sortir. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut une forme de régulation, même si elle me paraît compliquée et qu'elle peut aussi être inquiétante. La régulation à la chinoise, ça peut être aussi inquiétant par exemple. Ensuite, je pense que sur les réseaux sociaux, je me souviens, moi, quand j'ai commencé le journalisme, on trouvait ça formidable. Ça avait permis les révolutions arabes, l'élection de Barack Obama, et quand Donald Trump s'est mis à s'en servir, on a trouvé ça, la profession a trouvé ça moins formidable. Donc il y a du bon et du mauvais, même si je partage le principal problème, notamment c'est les algorithmes. Là, peut-être qu'il faut légiférer et empêcher ça, parce que on est déjà dans une société extrêmement fragmentée, divisée, et ça a créé des bulles informationnel, et ce qui fait que ça annihile peut-être en plus toute curiosité, puisque vous êtes amené à aller voir des contenus toujours les mêmes en fait, qui flattent vos propres opinions. Donc ça, c'est un vrai problème et ça doit être sans doute régulé. Il faut trouver un outil de régulation, mais qui ne soit pas un outil
de censure ensuite. Moi, par exemple, la loi Avia, qui n'est pas passée, n'était pas une bonne loi, n'était pas une bonne manière, à mon sens, de réguler. Je pense qu'on sera Elle a été censurée, non? d'accord. Elle a été censurée, je crois, par le Conseil constitutionnel. En partie, Donc ça posait problème. Donc je suis d'accord sur la régulation, mais on n'a pas trouvé. Je pense ensuite que c'est à la fois un outil hyper démocratique et intéressant pour cela. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, je trouve que c'est bien que les citoyens puissent prendre la parole. Ça fait aussi émerger, moi je pense qu'on ne fait plus du journalisme de la même manière que quand j'ai commencé, tout simplement parce qu'il y a des sujets qui trouvent une caisse de résonance sur les réseaux sociaux ou sur Internet de manière générale et qui n'en auraient pas trouvé dans la presse institutionnelle et qui sont aussi des sujets importants. Je n'ai pas forcément d'exemple en tête là, mais si les réseaux sociaux... Les violences policières, c'est un exemple typique de cette question-là. Tout à fait. D'un côté, d'ailleurs, les violences policières, le phénomène MeToo sur le féminisme, et c'est vrai que d'un autre côté aussi, la violence dans la société. Ce qu'on appelle les faits divers, moi j'ai tendance à penser que ce ne sont pas des faits divers, puisqu'ils ont un caractère répété et systémique d'une certaine manière, mais trouvent un écho qu'ils n'auraient peut-être pas trouvé quand il y avait 2 ou 3 médias et que c'était à leur convenance d'en parler ou pas. Donc il y a du bon et du mauvais, mais c'est un outil hyper démocratique aussi, et c'est ça qui est passionnant. Voilà. Ensuite, quand on l'utilise, il faut bien être conscient des biais. Et en attendant que ce soit régulé, moi je vous conseillerais tout de même de lire des livres, tout simplement à côté. Il y a quelque chose, on disait tout à l'heure qu'on était des drogués d'information. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut nous happer sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Moi en plus je m'occupe du débat intellectuel, j'ai vu des intellectuels de qualité, des amis, des fois je me demandais pourquoi ils passaient leur vie à faire 10 posts plutôt qu'à faire de beaux livres ou des articles. Donc il faut effectivement s'en méfier, il faut multiplier en réalité les sources d'information. C'est toujours la même chose. Il faut lire des journaux, il faut regarder la télé, même si c'est un vieux truc poussiéreux. Il faut aller sur YouTube, il faut aller sur les réseaux sociaux, mais il faut essayer de ne pas se laisser happer par un seul et unique canal en réalité d'information, et c'est d'autant mieux qu'aujourd'hui il y a une multiplicité de canaux d'information, donc ça permet un pluralisme, ça permet la confrontation des points de vue, et normalement ça devrait permettre le développement de l'esprit critique. Sur la question de la régulation, j'avais publié une tribune dans le JDD que personne n'a lu et tout le monde s'en foutait parce qu'elle est parue le même jour que, vous savez, la tribune des influenceurs, celle qui a fait beaucoup de bruit, de Squeezie. Bon, bref. Et dans cette tribune, moi, que j'ai publiée tout seul dans mon coin, je disais justement que la question de la régulation des plateformes est un sujet qui m'intéresse et j'y suis plutôt favorable. C'est peut-être mon côté très français. Je suis favorable pour les raisons qu'a expliqué Huchon, à la nécessité d'une régulation pour que les plateformes arrêtent d'échapper à leurs responsabilités. Pour autant, je me méfie aussi beaucoup des régulations qui sont en train d'être imaginées chez les encostardés de la Commission européenne, parce que là, ils sont plus ou moins partis dans l'idée de créer un espèce de système de validation publique de ce que c'est qu'un journaliste ou pas. Et alors là, on va être tous d'accord, du Figaro à Mediapart, on va tous dire que c'est une très mauvaise idée. Et hors de question d'avoir un système de macarons, voilà, l'autorité publique, l'État, l'Union européenne, il est hors de question que ce soit eux qui décident ce qui relève des gens qui ont le droit de parler ou de ne pas parler. Mais ça reste un sujet important, et donc oui à une régulation, mais oui aussi à un débat public démocratique sur cette question. Parlons-en, c'est intéressant. Discutons aussi avec les gens de ce que eux veulent comme régulation. Moi, je voulais rebondir sur ce sujet des influenceurs. C'est vrai qu'il y a quand même une multiplication des influenceurs. On en compte quasiment 150 000 d'influenceurs de plus de 10 000 abonnés. Être journaliste, être influenceur, quelles sont les différences? Qu'est-ce qu'il y a à apprendre? Par exemple, Monsieur Massier, vous avez un rapport un peu différent avec votre communauté. C'est vrai que ce serait intéressant de parler. C'est le seul influenceur qui a une part d'éthique. Non, dis pas ça, t'es méchant. Non, mais tu as raison, c'est qu'il y a un vrai sujet, c'est-à-dire que le mot influenceur, c'est un mot qui vient du qui vient du marketing. C'est pas un mot que les influenceurs eux-mêmes se sont donné, mais à la limite, on s'en fout, on voit tous de quoi on parle, donc ça me va. Parlons d'influenceurs. Le modèle de l'influence est effectivement un modèle difficile, parce que par définition, ce qui va définir l'influenceur, c'est la capacité qu'il a à avoir de l'influence sur son audience, qui peut être une influence d'ordre commercial.
pour vendre des produits, et c'est ça dont on parle beaucoup en ce moment sur les régulations, notamment en France avec Bruno Le Maire et tout, mais aussi une influence d'ordre politique. Et c'est là qu'on retombe dans les phénomènes de bulles de filtre où des influenceurs anti-vax vont cartonner auprès de la communauté anti-vax parce qu'ils vont faire du fan service auprès des anti-vax en leur redisant toute la journée la même chose. Ça pose une question éthique, la question de l'influence, parce que ça pose la question de pourquoi est-ce que j'influence et quel est le rôle que je me donne. Moi, tu dis que je suis le seul à parler d'éthique, je ne sais pas si je suis le seul, en tout cas... En tout cas, voilà. En tout cas, moi, j'ai toujours dit aux gens, je ne cache pas que je cherche à avoir sur vous une influence qui est, j'aimerais bien que vous soyez intéressés par la politique. Et je vais tout faire pour que vous soyez intéressés par la politique. Il se peut que j'ai une influence d'ordre politique parce que je vais avoir du mal à cacher mes opinions sur certains sujets, mais je vous propose qu'on en parle. Discutons-en, ça me va. Ayons une discussion, y compris sur mes opinions, ça me va. Je ne suis pas là pour affirmer, je ne suis pas un tribun, je ne suis pas un porte-parole, ni de parti, ni d'idéologie. Je veux bien qu'on ait une discussion dessus. Oui, c'est vrai que ça pose un petit problème. Ça pose un rapport avec quand on a des opinions, on les donne un peu plus ouvertement sur les réseaux sociaux. C'est quoi le rapport que vous avez avec lorsque vous divisez votre information avec vos opinions politiques? Mes opinions, on s'en fout un peu. Elles sont pas très intéressantes. Il y a suffisamment de gens qui donnent leur opinion toute la journée sur Twitter. Si vous voulez lire des opinions, vous en avez des très bonnes. Moi, j'estime que ma plus-value... Le Figaro Vox. Le Figaro Vox, il y a des opinions dedans, très bien écrites. Voilà, il y a des gens qui donnent leur opinion, bien argumentée et tout. Moi, j'estime que ma plus-value dans ce petit monde, c'est d'expliquer aux jeunes comment ça marche, la politique. Mes opinions, on s'en fout, c'est pas très important ce que je pense de la réforme des retraites. C'est plus important que je vous explique comment elle est construite, pourquoi le gouvernement la met en œuvre, comment les oppositions s'y opposent, etc. Après, si mes opinions transparaissent, ce qui peut arriver, m'en voulez pas, c'est naturel, c'est normal, c'est pas grave, discutons-en. Vous avez parfaitement le droit de pas être d'accord avec moi, ça me convient, et je veux qu'on ait cette posture collective en démocratie de se dire qu'on peut avoir des échanges sur nos opinions et que c'est bien. Voilà, c'est ça ma manière de le dire. Et l'autre truc que j'ai toujours fait, c'est que j'ai toujours dit d'où je parlais, qui je suis, d'où je viens. J'ai bossé en politique, j'ai bossé à gauche. Bon, vous en tirez les conclusions que vous voulez sur moi, si vous voulez. Moi, je m'en fous, mais allez-y. C'est vrai que là, le débat touche à sa fin. C'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de temps. On voudrait passer aux questions, si le public en avait quelques-unes. Les questions ou les remarques, hein, voilà. Les compliments. On prend aussi les chèques, les cartes bleues. Bonjour. On va faire circuler un chapeau. J'avais une question pour Monsieur Massier. Par rapport à ce que vous avez dit, dans vos streams, on voit souvent dans votre chat une forme de consensus par rapport aux idées et opinions que vous exposez. Est-ce que vous n'avez pas un peu peur de devenir une sorte de gourou? Si, complètement. Alors surtout en politique, s'il y a bien un truc que je déteste en politique, c'est les gourous d'opinion, les espèces de gens qui sont au sommet d'une communauté. On a vu ça naître avec Soral et Dieudonné, et on voit ça aujourd'hui avec un paquet de gens. Non, Soral et Dieudonné, c'est pas des opinions. Non, mais c'est des influences. Oui, ce sont des délits, oui. L'antisémitisme, c'est pas une opinion. C'était une posture qu'ils avaient auprès de la communauté antisémite. N'arrêtez pas de dire des trucs racistes, ce ne sont pas des opinions. Non, ce ne sont pas des opinions. Droit aux opinions. Oui, je suis d'accord. Je suis désolé de le préciser, mais je pense que... Tu as raison. Et donc oui, si j'ai peur de le devenir, mais tu remarqueras que je m'engueule tout le temps avec mon chat là-dessus. Je sais très bien qu'il y a dans mon chat, je suis pas naïf, les gens qui parlent dans le chat, c'est entre 5 et 10% du public à tout péter. 90% des gens qui regardent mes streams ne parlent jamais dans le chat. D'autre part, pour les mêmes raisons que ce qu'a dit Thomas tout à l'heure, les gens qui s'expriment le plus dans un chat, c'est les gens qui ont des trucs à dire. Les gens qui ont des trucs à dire sont souvent des opinions politiques et elles sont très souvent du même bord. Il y a une surreprésentation de la gauche dans mon chat, pour une très bonne raison, qui est que la gauche tient un peu la colline sur Internet depuis quelques années, depuis 10 ans maintenant, avec le très bon travail qu'a fait la France Insoumise. Il y a des communautés très fortes, très mobilisées autour de la défense de ces opinions-là. Donc je sais très bien qui ils sont, je sais aussi ce qu'ils disent, je le connais par cœur, et je sais aussi ce qu'ils représentent, c'est-à-dire pas grand-chose par rapport à l'immensité du public et par rapport, encore une fois, à mon objectif. Moi, je m'adresse aux 90% des gens qui ne s'expriment pas dans le chat, que j'estime être des gens curieux, qui aimeraient bien s'y connaître un peu plus en politique. Donc non, je ne veux pas, et d'ailleurs j'ai toujours dit, on pourra parler de cyberharcèlement aussi si tu veux, j'ai toujours dit, je ne suis pas à la tête d'une communauté, n'allez pas me défendre sur Internet, n'allez pas insulter les gens sur Twitter en mon nom, ne faites jamais ça, je ne suis pas votre représentant, je ne suis pas votre porte-parole, je suis votre bon pote qui vous parle de politique. Et ça s'arrête là, s'il vous plaît. Bonjour, Adil, étudiante en droit. Merci pour votre
intervention. Donc, moi, j'avais préparé ma question depuis le début. Elle s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le fake news et la désinformation. Donc, c'était en fait la question sur est-ce qu'il est plus intéressant de se fier à des médiateurs fiables, entre guillemets, hein, qui servent eux-mêmes de filtres sur les réseaux et qui sont de plus en plus souvent biaisés que neutres, ou doit-on laisser n'importe qui s'exprimer sur n'importe quel sujet au nom de la liberté d'expression et d'information? Vous avez relevé le débat déjà, mais finalement, quels sont les outils qu'on peut mettre en place pour éduquer les gens afin qu'ils puissent eux-mêmes faire la différence entre ce qu'il y a à prendre et ce qu'il y a à laisser? Bah, les deux. Oui, laissons tous les gens s'exprimer dans les limites de la loi et Thomas l'a rappelé, sur ce qui relève du délit. Donc oui, laissons les gens s'exprimer, et oui, faisons davantage confiance à des gens qui ont le rôle de médiateur, avec derrière une pratique, un métier, une éthique, qui sont les journalistes, qui sont là pour nous informer. Et donc oui, non, les deux sont possibles. Et quels outils mettre en place? Ça rejoint la question qu'on avait tout à l'heure. Moi, je crois beaucoup à la formation par la pratique. Je pense que des collégiens et des lycéens, leur faire eux-mêmes le métier de journaliste, le travail, hein, en cours d'histoire, en cours de français, leur faire écrire un article, c'est fou à quel point la pratique fait comprendre la difficulté. Demandez, tiens, un exercice que je donnais à des lycéens à l'époque, prenez une page blanche et écrivez-moi s'il vous plaît un article objectif. Et ils se rendaient compte dès la première ligne qu'il y avait un problème. C'est qu'en fait, ah oui, mais en fait, dès que je choisis un article, je suis plus objectif, parce que je choisis un sujet. Quelle va être la longueur de mon article? Ah bah ça aussi, c'est un choix. En fait, il n'y a rien d'objectif. Donc tu vois, juste cet exercice-là, tu le fais faire à des collégiens, ils percutent d'un seul coup qu'il y a un enjeu intéressant autour de la question d'objectivité. Voilà, c'est simple. Après, ce qui est certain, c'est que moi, je suis parti avec un certain nombre d'autres personnes à penser qu'on ne pourra plus faire l'économie d'une forme d'éducation aux médias de la même manière qu'on apprend à lire, à compter et à écrire. Grosso modo, dès l'école primaire, on devrait avoir des cours dans lesquels on apprend à décrypter l'information. Ça devient de plus en plus essentiel que nos pratiques d'information sont de plus en plus solitaires. Moi, j'ai connu une époque où on regardait le JT en famille et on décryptait ensemble. Il y avait différents trucs qui s'exprimaient. Et nos parents étaient là un peu pour nous aider à comprendre aussi le monde. C'était la socialisation par la famille, comme ça s'est fait beaucoup. Ça s'est fait aussi par les partis politiques. Ni l'un ni l'autre n'existe trop aujourd'hui, ou en tout cas beaucoup moins qu'avant. Et donc, dans ce chemin pour essayer de décrypter l'information, on est souvent seul. Donc, il va falloir que chacun d'entre nous, on monte un peu en niveau aussi sur ces sujets-là. C'est Alfred Savy qui disait ça, hein. Bien informés, ils seront des citoyens, mal informés, ils redeviendront des sujets. J'espère pour vous que vous serez des citoyens et que vous ne redeviendrez pas des sujets. Je partage ce qui a été dit. Je ne sais pas s'il faut une éducation à l'information, je dirais qu'il faut une éducation tout court, qu'elle passe par la famille d'ailleurs. Je pense que les cadres anciens avaient du bon. Elle doit passer par la famille, elle doit passer par l'école, elle doit passer par un certain nombre de médiations. Et effectivement, quelqu'un qui a appris à lire correctement, qui connaît un peu l'histoire, qui connaît un peu la géographie, les sciences aussi, sera un esprit, une tête bien faite. Et une tête bien faite, normalement, doit pouvoir naviguer dans cette masse d'informations parfois contradictoires. J'ose le croire. La question, c'est est-ce qu'on sera capable demain de continuer à former des jeunes ayant un minimum d'esprit critique? Je crois que c'est plutôt ça. Donc je ne sais pas si c'est un problème des journalistes spécifiques ou si c'est un problème de société. Plus les gens sont éduqués dans la société, plus ils seront capables de faire preuve d'esprit critique, plus ils seront insensibles au détournement de l'information. Et encore une fois, je pense qu'il faut multiplier les sources d'informations. Dans ce système justement fait d'algorithmes, dans une société de plus en plus fragmentée, individualiste et solitaire, il faut aller vers les autres et il faut multiplier les sources pour ne pas se laisser enfermer dans une seule vision du monde et apprendre à penser contre soi-même. C'est aussi comme ça qu'on développe un minimum d'esprit critique. Je n'ai pas eu forcément d'éducation à l'information, mais mes profs me disaient par exemple qu'il fallait lire plusieurs quotidiens d'une opinion différente, à la fois Le Figaro et je ne sais pas, Libération. Et ensuite, ça permet de se faire un avis. Voilà ce que je pourrais vous conseiller.
Bonjour, Mohamedoun. J'aimerais savoir, en termes de régulation, comment savoir ce qui est opinion et ce qui est délit, et aussi comment ne pas tomber dans l'idéologie quand on est régulateur aussi. C'est-à-dire... Ouais. Très bonne question. Très bonne... Tu dois te barrer? Bah, je vais dire du mal de toi. Merci beaucoup à tous, je dois m'en aller. Merci. Merci beaucoup. Pardon pour le retard. Salut Thomas. Salut. Pour ce qui relève de l'opinion ou du délit, il y a un truc très pratique qui s'appelle la loi sur la liberté de la presse de 1881, qui a maintenant près d'un siècle et demi de jurisprudence. C'est très bien défini en droit, hein, ce qui relève de l'opinion et du délit, on sait le faire. La 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris, qui est la chambre de la cour d'appel spécialisée dans les délits de presse, a un siècle et demi de jurisprudence. Ils ont affiné, peaufiné. C'est assez bien défini maintenant. Son application à Internet peut poser des questions difficiles en termes de moyens, de mécanique, de tuyaux, etc. Il faut probablement moderniser la justice. Le procureur a peut-être besoin davantage de moyens, sans doute, réfléchissons-y, mais en réalité, on le sait assez bien. Le droit de la presse est assez bien défini en droit français. Et sur la question de l'idéologie des régulateurs, c'est une excellente question que tu poses, et c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, je disais, il est absolument hors de question que la Commission européenne, le ministère de la Culture ou je ne sais quelle autorité publique détermine demain qui dit vrai, qui dit faux, qui est journaliste, qui ne l'est pas. Ça, c'est hors de question, parce que je ne fais même pas confiance à mes propres amis politiques pour faire preuve d'objectivité dans ce choix-là. Hors de question. On est entièrement d'accord là-dessus. Ça ne pourra que mener à une forme de ministère de la vérité. Moi, je pense que la loi est bien faite et je suis pour que la loi elle aille le plus loin possible, malgré tout, en matière de liberté d'expression. J'ai tendance à faire confiance aux individus, à la société, aux débats contradictoires. Je le répète, il y a plusieurs sources d'information. La société est pluraliste et je pense que le meilleur moyen de contrer une opinion ou un point de vue qui irait très loin dans la liberté d'expression et qui serait contestable, c'est de le contester par des moyens intellectuels. Donc il y a une limite à la liberté d'expression, elle est fixée par la loi, mais je pense qu'elle doit être en réalité minime. Ça garantit un débat public de qualité, en fait. Merci beaucoup. Donc ça marque la fin de notre table ronde. La Merci à vous. Va se poursuivre dans le petit amphithéâtre. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, on va poursuivre la discussion dans le petit amphithéâtre jusqu'à 16h30. Merci.